bonsoir, amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. La Grande Team propose ce soir les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Hendrick s'éclate à l'OL, ça fait le buzz. CAN féminine 2026. L'objectif Coupe du Monde est-il tenable pour les éléphantes? On en parle au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Et oui, on parlera donc CAN féminine ce soir, CAN féminine 2026, avec cette question LGT. L'objectif Coupe du Monde est-il tenable pour les éléphantes? Ce sera donc dans l'actu. Le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, mais aussi vous avez toujours la page Facebook de la 3 disponible pour vous, 90 minutes d'émission en direct en votre compagnie sur la 3. C'est maintenant, ça démarre maintenant avec les consultants présents sur ce plateau, à savoir Jean-Philippe. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. D'accord, ravi. Jean-Philippe, il commence toujours en douceur. Et puis après, bon, ça ira. Clément, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Clément? Je vais super bien et puis heureux pour ma première mission de l'année avec vous. D'accord, c'est bien. Clément, j'ai toujours mon carton jaune et mon carton rouge. D'accord, très bien. Coach Angenor, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais super bien. D'accord, on se retrouve pour la nouvelle année? Bien sûr. Ok, très bien. Donc, meilleurs vœux à vous. À vous aussi, bien sûr. On finit pas de dire meilleurs vœux jusqu'à la fin du mois de janvier au moins. Donc, meilleurs vœux à toute la population ivoirienne et aussi la population internationale, étrangère qui nous suit chaque soir, du lundi au vendredi, en direct sur la 3. La première rubrique de cette émission, c'est LGT News. Et c'est maintenant. LGT News. Powerlifting pour entamer les news. La FIBDA renforce les capacités des acteurs de la discipline. La Fédération ivoirienne de bodybuilding et disciplines associées, FIBDA, poursuit sa politique de renforcement des capacités à travers une formation internationale de powerlifting en collaboration avec The Strength Guys. Durant 4 jours dans la commune de Marcory, les acteurs clés de la discipline, notamment les athlètes, entraîneurs et arbitres, sont venus renforcer leurs compétences techniques et réglementaires. Une formation assurée par Nicolas Perrault et Charlotte Perrault, experts français de la discipline. Précision dans les gestes, respect des règles et rigueur dans l'arbitrage ont constitué les piliers de ce programme intensif. À travers cette initiative, la FIBDA affiche clairement son ambition, structurer durablement le powerlifting ivoirien et préparer le terrain pour l'organisation de compétitions répondant aux exigences internationales. Cette dynamique de professionnalisation se poursuivra tout au long du mois de février, annoncé comme un mois clé pour les disciplines de force, avec l'organisation de plusieurs rendez-vous majeurs tels que Mr. Equinox International, Pure Power, ainsi qu'une formation en haltérophilie confirmant la volonté des acteurs de hisser la Côte d'Ivoire au rang des nations de référence. Boxe. Deontay face à Derek Chisora en avril. L'information n'est pas encore officielle, mais tout porte à croire que Deontay Wilder et Derek Chisora pourraient se rencontrer sur le ring dans les semaines à venir. Un affrontement chez les poids lourds entre ces deux vétérans n'est pas à exclure. Des négociations secrètes seraient en cours pour finaliser ce combat. Selon certaines indiscrétions, les deux boxeurs pourraient croiser les gants en avril. Vrai ou faux, toujours est-il que dans les états-majors de Deontay et Chisora, l'heure est à la préparation de ce combat. Football à présent, gala de la fraternité. Les amis du foot de dimanche 1, vainqueurs. Les amis du foot de dimanche 1 sont montés sur la plus haute marche du podium à l'issue de l'édition 2025 du tournoi de football dénommé Gala de la Fraternité, disputé à la cité Laurier 17 à la Riviera Faya. C'était le 28 décembre dernier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les acteurs ont gratifié les mordus du ballon rond d'un spectacle de qualité sanctionné par quelques gestes techniques.
Cependant, à l'issue de la finale âprement disputée, les amis de foot de dimanche 1 se sont imposés face aux amis du foot du dimanche 2 sur le score de 8-5. C'est une journée festive, c'est une journée de retrouvailles, c'est une journée où nous faisons le point de tout ce qui a été effectué durant toute l'année, depuis janvier jusqu'au mois de décembre. Voilà. C'est une finale entre deux équipes qui ont eu à jouer depuis début janvier. Et c'est le dernier dimanche de l'année, aujourd'hui 28 décembre, que nous avons choisi de jouer cette finale-là. Je dirais l'expérience qui a joué en notre faveur, parce que nous avons quand même des doyens qui ont joué dans des équipes confirmées. Et c'est vrai qu'ils n'ont plus les jambes de leurs 20 ans, mais ils ont l'expérience du jeu, la technique. À noter que ce tournoi empreint de fraternité et de convivialité s'est étendu durant plusieurs mois, regroupant des formations de différentes tranches d'âge. Satisfait de ce gala qui se tient chaque année et qui est relayé par la chaîne qui offre toujours 3 fois plus de sport, les organisateurs ont remis un prix spécial au directeur de la 3, Didier Bléou, pour sa contribution et son esprit sportif. Chelsea, Fofana Datro de retour à Stamford Bridge. Fofana Datro a rejoint de nouveau son club Chelsea pour une durée limitée. Revenu d'un prêt en Turquie, Allez, vous suivez donc votre émission La Grande Team en direct sur la 3. On passe au débrief des news. On commence avec Coach Angenor ce soir et des nouvelles de Fofana Datro. Oui, je pense que Fofana Datro est un joueur petit à petit qu'on commence à ne plus présenter. C'est un joueur qui a commencé sa carrière ici en Côte d'Ivoire. Il faut déjà parler de Abidjan City. Juste après Abidjan City, il va se retrouver à l'AFAD. Et puis le talent est tel que voilà, il va tout de suite en Suède, où il va se retrouver dans un club où il va s'en sortir. Je pense que c'est Molde FK. De là, c'est Chelsea. Et à 12 millions d'euros, il arrive à Chelsea, il arrive à poser ses valises, mais pour une question d'adaptation, pour une question surtout d'adaptation, mais aussi de motivation, il fallait, parce qu'il n'était pas totalement aussi prêt, il fallait tout de suite commencer à l'envoyer dans d'autres clubs, et c'est ainsi qu'il se retrouve en Allemagne, à Molde, et de Molde aussi en Angleterre. Il a passé un moment en Angleterre, et puis en ce moment, il est en Turquie, dans un club qu'on appelle Fatih, mais je pense que Fatih est dans la lanterne rouge, je dirais, de cette équipe-là, sinon de ce pays-là, la Turquie. Ouais. Et puis, à force de voyager, il fait de bonnes prestations. Chelsea encore a besoin de lui, il revient à la maison. On espère que ça sera un moment de grâce pour lui parce qu'il a beaucoup appris. Et je compte là minimum entre 6 et 7 clubs qu'il a traversés. C'est un joueur dont on pourrait vraiment avoir besoin. C'est un attaquant qui a en même temps la possibilité non seulement de marquer des buts, certes, mais aussi c'est un attaquant assez altruiste parce qu'il a cette capacité-là de pouvoir jouer aussi en milieu offensif. Donc je pense que le mondial pointe du doigt. D'ici 6 mois, c'est à Datro de prouver tout ce qu'il peut bien faire afin de pouvoir être appelé. Très bien. Et puis on poursuit avec Cannes 2025, la CAF sans pitié pour l'Algérie, Clément. Ah ouais, sans pitié, hein, je pense que on s'attendait à cette lourde amende et puis cette sanction-là pour les Fennecs algériens parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup d'événements quand même qui ont sali l'image de cette compétition en plus de la finale et puis ce quart de finale entre l'Algérie et puis le Nigeria en fin de rencontre. Il y a eu beaucoup de mauvaises scènes également. Moi, je pense qu'ils ont bien fait quand même de taper sur les Algériens parce qu'il faut sanctionner fort voilà, pour éviter que les autres sélections, les autres formations également ne reprennent les mauvaises habitudes qu'on a vues durant cette compétition-là. Et voilà, le fils de Zidane, Lucas Zidane, le gardien de cette sélection algérienne, il va prendre 4 matchs de suspension avec son coéquipier et puis une forte amende à régler du côté de la Fédération algérienne de football. Donc c'est un message fort quand même à envoyer à tout le monde en attendant la sanction prévue pour le Sénégal. Donc je pense que la CAF fait bien. Le Sénégal et aussi le Maroc. Ah ouais, le Sénégal et le Maroc. Donc je pense que la CAF fait bien quand même parce que lors de la CAN 2023 ici,
le niveau de la compétition ou encore l'image de la compétition était quand même, a été améliorée par la CAN organisée en Côte d'Ivoire. Et puis subitement, cette CAN au Maroc va faire régresser les choses. Je pense que ce n'est pas bien pour l'Africain lui-même parce que déjà, on a déjà une mauvaise image. Voilà, on nous considère déjà comme, en griffe comme des barbares et puis donner le bâton pour se faire battre par les étrangers qui nous observent, tout ça. Je pense que ce n'est pas bien. Donc la CAF a bien fait d'infliger cette sanction à cette sélection algérienne. Voilà, donc en tout cas, la CAF sans pitié pour l'Algérie. JP, vous allez rebondir dessus seulement dans quelques secondes. Juste le temps pour moi de redonner la question LGT de ce soir. CAN féminine 2026, l'objectif Coupe du Monde est-il tenable pour les éléphantes? Oui, on parle de la CAN féminine 2026. Ce sera donc dans l'actu. Et vous pourrez nous appeler sur le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. Ou bien vous avez toujours la page Facebook de la 3. On va marquer une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. On revient dans quelques instants. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team après cette courte page publicitaire. Et Jean-Philippe, vous avez la parole. Oui, la CAF sans pitié pour l'Algérie. Oui, achevé depuis le dimanche dernier, mais disons le tout net, cette compétition-là, on n'arrive pas à clôturer simplement au niveau de son portail de fin parce qu'on continue de parler d'elle, mais pas pour célébrer le vainqueur, pour régler encore toutes les polémiques qui ont émaillé cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et notamment, la Confédération africaine de football a commencé à énoncer les premières sanctions suite à certaines échauffourées qui se sont tenues pendant la compétition. On a eu donc cette rencontre entre le Nigeria et l'Algérie où il y a eu, je dirais, des écarts de comportement assez désolants pour l'image de la compétition. Il faut dire que l'Algérie est copée d'amende cumulative de $100 000. Et donc, bien évidemment, la suspension de certains de ces joueurs. Je pense que la réaction des Algériens s'inscrit au-delà même de la considération sportive dans une rivalité régionale avec le Maroc. Les Algériens, dans leur grande majorité, estiment qu'aujourd'hui, la Confédération africaine de football a des ficelles qui sont tirées par le Maroc et que c'est le Maroc qui, tout simplement, veut les amender et donc ils veulent réagir pour autant. Mais je pense que c'est une compétition qui va être gravée, ou du moins qui va rester gravée dans les mémoires des Africains pour diverses raisons. Surtout le nombre de polémiques qu'il y a pu y avoir, c'est bien dommage. Mais il faudrait que la Confédération puisse refermer, je dirais, toutes ces problématiques qu'on a pu voir définitivement en commençant à énoncer toutes les sanctions qui devaient être énoncées concernant toutes les équipes qui se seraient mal comportées durant ce mois du côté du Maroc. Effectivement, et déjà, on l'a dit, on attend aussi les sanctions pour le Sénégal et pour le Maroc. Allez, le Sabuzz de maintenant, de ce soir, c'est maintenant. Qu'est-ce qui crée le buzz sur la planète sportive ce soir? C'est Hendrick qui s'épanouit du côté de la France avec l'OL. Des débuts qui font déjà parler. Déjà, on regarde cette vidéo préparée par la rédaction. Et après, nous, on en parle sur le plateau de la Grande Team. On regarde. Alors, peut-on dire, messieurs, que les nouvelles sont bonnes pour Hendrick à Lyon, Clément? Ah ouais, tout à fait. Je pense que les nouvelles sont bonnes pour le Brésilien. Il est arrivé comme un crack du côté du Real Madrid. Après, comme je l'ai dit, quel que soit ton nom, quand tu es un footballeur, quand tu n'as pas le temps de jeu, je pense que tu perds en termes de qualité. Et lui, il a voulu quand même aller voir ailleurs parce qu'il avait besoin de temps de jeu. Et depuis qu'il est arrivé à Lyon, on voit un garçon qui est épanoui également. On voit même dans les discours d'après-match où voilà, il est adulé par le public, il s'adapte déjà à la vie française, il essaie de parler en français, tout ça. Ça veut dire que c'est l'expression d'un garçon qui est heureux dans un nouvel environnement parce que lui, il avait envie de jouer. Après, même du côté du Real, quand on lui donnait des temps de jeu, pour moi, c'est une injustice envers le gamin parce que même du côté du Real Madrid, quand on lui donnait des bouts de temps, il arrivait quand même à exprimer. On voyait beaucoup de qualités chez lui. Il est technique, il est puissant et il fait partie de ces profils qui sont en voie de disparition
Voilà, en termes de football, lui, il est focus sur le but, tout ça. Je n'ai pas compris pourquoi du côté du Real Madrid, on n'a pas donné la chance. On a même fait passer des garçons tels que Garcia devant Endrick et autres. Et je pense qu'il il va se refaire une nouvelle santé. On va lui souhaiter beaucoup de réussite du côté de l'Olympique Lyonnais, comme les anciens Brésiliens tels que Juninho, tels que Cassapa, tels que Edmilson ou Chris et autres. À lui de saisir sa chance parce qu'il y a un mondial à aller chercher avec la sélection brésilienne. Et ce début en fanfare pour Endrick, coach ingénieur, est-ce que c'est un signe annonciateur d'une bonne saison pour lui? Oui, naturellement. Je pense qu'il a même mis du temps. C'est ce qu'il devrait faire le plus rapidement possible. Quand on parle des grandes écuries comme le Real de Madrid, ça ne suffit pas d'être bon pour pouvoir jouer, même pour pouvoir être remplaçant, à plus forte raison être un titulaire indiscutable. Il faut faire son chemin. Moi, je considère que dans ces écuries-là, quand on est appelé à jouer là-bas, généralement, on va appeler ça un achievement. C'est-à-dire que vous avez quasiment fini, vous êtes arrivé à un certain niveau de maturité du football, hein, quand on a autour de 27 ans, 28 ans, et donc on a caracolé un peu partout avant d'arriver dans ces équipes-là pour pouvoir ne serait-ce que se faire, non pas un nom, mais en tout cas prendre une coupe et améliorer ses stats, généralement. Mais quand on a l'âge de ce jeune homme, je pense qu'il faut faire sa course, il faut faire son temps, il faut passer d'une équipe peut-être mauvaise à une moyenne et jusqu'à ce qu'on trouve la meilleure équipe et les super équipes comme le Real de Madrid. Donc, effectivement, il devrait commencer par là. Il n'est jamais tard. Je pense qu'il a enfin commencé sa carrière et tout le monde ne finira pas de découvrir son talent. Jean-Philippe, que vous inspire ce joueur, Endrick? Écoutez, c'est un garçon que les Brésiliens nous ont vendu comme la prochaine future star de leur football. Un garçon qui est, je dirais, qui est d'une précocité appréciable parce qu'il faut le dire, très tôt, il a été appelé en équipe nationale du Brésil. On sait qu'aujourd'hui, pour la sélection brésilienne, pour le mondial nord-américain, il y a encore des places à prendre et Carlo Ancelotti était très clair vis-à-vis de tous les joueurs brésiliens. Il n'ira aux États-Unis qu'avec des joueurs qui jouent, qui sont en forme. Il n'ira pas avec des noms. Et Endrick, je dirais tout simplement, pour le Brésil, il fallait qu'il joue. Et Carlo Ancelotti, qui était présent même au Santiago Bernabéu lors de la rencontre entre le Real Madrid et Monaco, a dû forcément s'entretenir avec le staff technique du club concernant le garçon. Et ils ont dû lui donner des indications pour qu'il puisse enfin accepter de se faire prêter. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas se poser énormément de questions concernant sa non-titularisation du côté du Real Madrid, parce qu'il a eu quand même Carlo Ancelotti comme entraîneur. Aujourd'hui, c'est celui du Brésil qui ne lui a pas donné énormément de temps de jeu. Il y a eu encore Xabi Alonso qui est arrivé, qui ne lui a pas donné énormément de temps de jeu, alors que ces deux hommes sont reconnus pour faire progresser des jeunes joueurs. Et donc, s'ils ne lui ont pas donné ce temps de jeu-là, il y a forcément une explication. Peut-être que le garçon avait du mal à s'adapter à la vie du côté de Madrid, à s'adapter, je dirais, au code d'un club comme le Real Madrid. Il lui fallait peut-être une écurie familiale avec beaucoup plus d'attention pour pouvoir faire montre de son talent. Et ça a été bien pensé de la part de ses agents, de lui-même, d'aller à Lyon, dans le championnat de France, un championnat qui petit à petit est en train de monter dans le top 5 des meilleurs championnats du monde. Et s'il s'éclate là-bas, c'est bien. C'est tout bénéf pour lui, pour l'équipe du Brésil, pour le Real plus tard, parce qu'il sera forcément appelé à revenir du côté de Madrid. Mais c'est le début. Il ne faudrait pas aussi que l'on soit trop euphorique. On espère qu'il va poursuivre sur sa lancée et qu'il va continuer donc de progresser. Parce que même son coach Fonseca l'a dit, il lui faut progresser sur le plan physique. Donc imaginez au Real, on ne va pas attendre d'un jeune de 16 ans d'être titulaire ou d'avoir du temps de jeu pour progresser sur certains aspects. Comme le coach Junior l'a dit, c'est un archive. Mais tout quand vous venez, vous essayez de vous mettre au diapason de ce qui se fait de mieux là-bas. Si vous n'arrivez pas à vous adapter rapidement, ben, vous allez vous faire prêter ou bien vous allez vous faire vendre. Et pour l'instant, Endrick a été prêté. On lui souhaite de réussir du côté de Lyon et de revenir, pourquoi pas, tout éclater du côté de Madrid. En tout cas, pour l'instant, il s'éclate très bien. Justement, Clément, on peut penser à un avenir prometteur pour lui. Ah ouais, tout à fait. Du moment où un footballeur il arrive à avoir du temps de jeu, tu progresses énormément, tu arrives à effacer beaucoup de carences dans ton style de jeu également. Mais tant que tu n'as pas ce temps de jeu-là, je pense que tu manques de jambes. Et lui, quand il va commencer à enchaîner les rencontres, quand il va commencer
a transpiré énormément. Je pense qu'il va progresser énormément parce qu'il a déjà ce qu'on appelle les b.a.-ba du football. Pour le poste qu'il occupe, il a quand même ce qu'on appelle l'instinct du buteur à son âge. Moi, je pense que son instinct est très, très développé pour l'âge qu'il a. Et puis, c'est un compétiteur. Regardez même ses frappes de balle. Et quand il t'envoie une frappe de balle, tu as l'impression que c'est un adulte qui a botté dans le ballon. Donc, moi, je pense qu'il a de quoi quand même pour réussir dans ce compartiment-là. Même, on a parlé de son épanouissement du côté de l'Olympique Lyonnais. Il est déjà suivi sur Instagram par plus de 15 millions de personnes. Et puis, voilà, on va dire que les followers même du club ont augmenté. On parle de 450 000 followers de plus pour l'Olympique Lyonnais. Donc, il se comporte comme une star actuellement. Et même du côté du Brésil, on parle des millions de téléspectateurs pour les matchs de l'Olympique Lyonnais parce que lui, Hendrick, il joue avec ce club-là. Donc, je pense que c'est un garçon qui a beaucoup d'avenir. Pourquoi pas, hein, c'est pas encore fini pour lui du côté du Real Madrid, à lui d'avoir les chiffres, d'avoir les statistiques également. On a même l'impression, peut-être qu'Abeloa, lui, il voulait du crack. Il y a eu un changement de coach et Xabi Alonso, lui, n'en voulait pas. Donc, à lui de faire ses preuves du côté de l'Olympique Lyonnais et pourquoi pas taper dans l'œil du coach qui est là actuellement. Coach Angenor, oui, l'avenir prometteur pour Hendrick, vous pensez? C'est naturel. C'est naturel. Il a avec lui son âge. Donc, je pense que c'est à cet âge-là, généralement, on est fait pour progresser. Il a avec lui son talent. Et son talent, on doit continuer de le peaufiner. Et donc, tout ce dont il a besoin, c'est de jouer. Être au Real de Madrid, ne pas jouer est nul, que d'être à Lyon et jouer. Le plus important, c'est jouer. Je pense que, comme je l'ai dit, il a fait un super choix. Il a enfin écouté les conseils de son coach, de son coach, son sélectionneur, qui lui a demandé de quitter le Real et d'aller ailleurs. C'est ce qu'il a fait. Je pense qu'il a compris. Ses managers et lui-même sont arrivés à des décisions assez intéressantes pour lui. Quand vous le voyez jouer, il est tout souriant, il est très heureux, il est épanoui. Ça, il ne peut que progresser. Et parlons du Mondial 2026. Est-ce que ça sera possible pour lui, pour Hendrick? Tout est ouvert. Hein. Aujourd'hui, l'équipe du Brésil est en pleine reconstruction. Elle se cherche de nouveaux leaders. Aujourd'hui, on a Rafinha du FC Barcelone. On a Vinicius du Real Madrid. On a Rodrigo en embuscade. Ce n'est pas le grand Brésil qu'on a connu, le Brésil de 2002, le Brésil même, je dirais, jusqu'à 2006, parce que depuis 2006, c'est une équipe nationale qui se cherche un peu. Elle se cherche non seulement un véritable leader, mais elle se cherche également une génération comme elle a toujours eu à en produire. Et aujourd'hui, on voit que les jeunes pousses du Brésil ne sont pas encore, je dirais, suffisamment prêtes pour prendre la relève. Mais ce mondial-là pourrait être un tremplin pour ces jeunes pousses-là, pour qu'elles démontrent de quoi est-ce qu'elles sont capables. Et voilà, sinon, quand on voit Neymar qui est en train de pousser pour revenir, quand on voit les anciens également qui sont épuisés, mais qui doivent toujours revenir répondre à l'appel du sélectionneur comme Casemiro et autres, je pense qu'ils ont encore de la place. Et quand on regarde la division offensive du Brésil, on n'est pas à l'époque de Ronaldo, de Rivaldo, de Ronaldinho, où un sélectionneur pouvait se fendre la tête à cause des problèmes de riches qu'il pouvait avoir. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas énormément de Brésiliens qui brillent à travers le monde. On a l'impression d'avoir une génération de joueurs moyens, mais souvent avec ce genre de garçons-là, l'entraîneur arrive à faire de bien plus grandes choses, de bien plus belles choses qu'avec de grosses stars. Donc il a toutes ses chances avec cette équipe du Brésil. On espère qu'il sera épargné par les blessures et qu'il sera performant pour convaincre Carlo Ancelotti de voyager avec lui. En tout cas, pour boucler cette rubrique, nous allons prendre du plaisir à suivre les plus belles actions de but au Real Madrid qu'à Lyon, de Hendrick. On regarde. Et voilà, Hendrick qui s'éclate donc actuellement à l'OL. Allez, nous sommes jeudi et les jeudis, nous avons les cartons de la semaine. C'est maintenant. Un principe très simple, donc chaque membre de la team choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et bien sûr il attribue un carton selon son appréciation, le carton vert satisfaction, le carton jaune avertissement et le carton rouge sanction. Clément, on commence avec votre carton s'il vous plaît. Moi je vais donner un carton vert à Claude Leroy, celui qu'on surnomme le sorcier blanc pour
voilà, et la sagesse qu'il a eue de quand même rappeler Mané, d'aller parler à Mané, tout ça, je pense que c'est un monsieur quand même qui a apporté énormément au football africain. Et quand tu l'as vu la scène comme ça, il s'est senti chez lui, il sait que l'Afrique c'est chez lui, il n'a pas regardé, il n'est pas resté inactif. Il est descendu aussitôt pour aller conseiller Sadio Mané et on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quand même parlé à Sadio Mané durant l'action, mais lui, quand il est allé voir Sadio Mané l'a exécuté automatiquement. Ça veut dire que c'est un entraîneur quand même qui est écouté sur le continent, qui a beaucoup de respect. Et moi j'ai eu échangé avec lui pendant la CAN ici. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment humain. Voilà, et il adore le continent, il essaie de défendre ce continent-là. Bravo quand même parce qu'il nous a évité une scène ubuesque quand même durant cette finale-là. Imaginons à un seul instant si on n'arrivait pas à aller au bout de cette finale, je pense que ça serait quand même une mauvaise image pour le continent. Et lui, il a participé quand même, il nous a permis d'éviter cette scène chaotique-là et puis d'aller au bout de cette finale. Bravo, monsieur le sorcier blanc. Monsieur le sorcier blanc. Très bien, Clément. Oui, coach Agenor, votre carton, s'il vous plaît. Bien avançant, le sorcier blanc, c'était l'entraîneur de la SEC, qui après a pris l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc voilà, je pense que c'est parce qu'il est dans ce carnaval-là qu'il le dit. Oui, moi je voudrais adresser mon carton particulièrement aux équipes nationales africaines qui sont qualifiées pour le mondial. Je pense qu'on doit en avoir tout au plus 10 ou si vous voulez 9,5 parce qu'il y a encore la RD Congo qui a un match en embuscade et qui doit d'abord jouer ce match-là pour savoir si l'Afrique ira effectivement avec 10 pays au mondial ou 9. Mais en attendant, le Congo a été qualifié pour la Coupe d'Afrique. Et donc, je voudrais saluer d'abord toutes ces équipes-là, généralement, pour leur qualification au mondial, mais particulièrement les équipes africaines qui ont joué la Coupe d'Afrique, c'est-à-dire celles qui sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, voilà. Elles sont au total de 10, mais il y a eu 8 qui ont participé à la Coupe d'Afrique. Et cette Coupe d'Afrique, moi, je la prends un peu comme la Coupe d'Afrique qui a respecté la logique. La logique dans le sens où tous les pays qui sont considérés grands pays de football en Afrique ont tous participé à cette compétition-là. Et ces 8 équipes qualifiées pour le mondial qui ont participé à cette Coupe d'Afrique ont été qualifiées toutes pour les 8e de finale. Elles toutes, sans exception. Ensuite, quand nous sommes arrivés en quart de finale, il y a eu 5 équipes qualifiées pour le mondial qui sont encore arrivées en quart de finale. Et quand nous sommes arrivés en demi-finale, il y a eu 3 équipes de la Coupe du Monde, qualifiées pour la Coupe du Monde, qui se sont encore qualifiées pour les demi-finales, pour nous retrouver en fin de compte avec 2 équipes qualifiées pour le mondial en finale. Et là encore, la logique a été encore respectée parce que le Maroc est considéré, selon le classement FIFA, première nation du football africain et qui est suivi du Sénégal. Ce sont ces 2 équipes qualifiées pour le mondial encore qui se sont retrouvées à ce niveau et qui ont livré bataille. Un élément assez particulier, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que ce sont des équipes qualifiées pour le mondial qui, pendant tout le temps de la CAN, ont fait une démonstration quand il s'agissait de parler tactique. Or que c'est un élément très très difficile que nous n'arrivons pas souvent à maîtriser au niveau des pays africains. Généralement, on n'a pas vraiment cette grosse discipline-là. On a avec nous notre qualité technique et c'est généralement avec cette qualité technique-là qu'on vient un peu piocher pour pouvoir nous emmener en Europe. Mais la démonstration pendant tout le tournoi et particulièrement concernant le match qui a eu lieu lors de la finale, la démonstration tactique qui a eu lieu est telle que pour moi, il y a vraiment de l'espoir quant à l'Afrique au mondial. Et donc pour terminer, c'est à ceux-là que j'adresse mon carton vert et je leur dis félicitations et je demande aux Européens de faire très très attention avec ces équipes africaines qui arrivent parce que la progression, elle est vraiment nette. D'accord. Donc en fait, vous avez été satisfait de la prestation des représentants africains qualifiés pour la Coupe du Monde à la CAN. Finalement, vous avez répondu à notre question LGT du mardi.
Vous avez répondu, vous avez argumenté, pourtant vous n'étiez pas là. Je suis sûr que devant votre poste récepteur, vous vous êtes dit, si j'arrive, je vais répondre à cette question. Prochainement, vous prenez un carton jaune, coach Angenor. Oui, Jean-Philippe, votre carton, s'il vous plaît. Écoutez, on va reprendre cette nouvelle année, pour ne pas dire on va la commencer avec différentes couleurs. Et je vais commencer par le carton jaune. Je sens que cette année, je vais donner beaucoup de jaune et de rouge. Voilà. On a débuté l'année avec, je ne vais pas parler des tristes nouvelles, mais une situation déplorable du côté de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Les commissaires aux comptes ont tenu une conférence de presse à l'attention de la presse sportive, bien évidemment, et des membres actifs de la Fédération ivoirienne de taekwondo pour dénoncer la gestion du comité exécutif actuel, du bureau fédéral dirigé par Maître Yassé, notamment en estimant qu'il y avait, il ne parle pas de détournement, mais une mauvaise gestion, une gestion opaque et 96 millions de francs CFA de dépenses qui n'auraient pas été justifiées. Et donc, ce qui n'a pas permis au commissaire aux comptes de pouvoir certifier les comptes et d'aboutir à une assemblée générale. Et donc, il fallait qu'il rende compte de cette situation aux différents membres actifs de cette fédération. Il faut dire que depuis plusieurs années déjà, la Fédération ivoirienne de taekwondo est en train de s'abonner aux faits divers et de la pire des manières. Après le succès en 2016 du Cissé Cheikh Salah du côté du Rio de Janeiro, qui a rapporté la première médaille d'or à la Côte d'Ivoire, et Ruth Babi dans cette même compétition qui nous a rapporté la médaille de bronze, on s'attendait à avoir une fédération auréolée de ce succès qui a bénéficié bien évidemment de la construction d'un complexe culturel du côté d'Adjamé, être la fédération la plus exemplaire et la fédération sur laquelle toutes les autres fédérations allaient devoir prendre exemple au niveau de la gestion, au niveau de la gestion de la performance, gestion financière, gestion de la performance et puis bien évidemment de l'image des fédérations en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas le cas. À chaque grand événement, à chaque je dirais année, il y a toujours des bisbilles. Il y a eu la dernière élection du comité exécutif qui a été reporté, des émissions, des commissaires de justice qui sont venus tout simplement adresser des notifications. Bref, à chaque fois dans cette période, dans ces dernières années, c'est une fédération qui fait parler d'elle de tout, sauf, je dirais, de la succession de nos grands champions qui sont en train de petit à petit aller à la retraite. Et il faudrait qu'une bonne fois pour toutes, ils puissent s'entendre pour régler définitivement ce genre de problème-là qui ternissent l'image de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Très bien, merci beaucoup messieurs pour vos cartons. Amoureux du sport, vous nous suivez en direct sur la 3, votre émission La Grande Team, votre quotidienne sportive, c'est donc chaque soir, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Nous sommes donc en direct et nous passons à l'actu. C'est maintenant. Alors, je vous redonne la question LGT. CAN féminine 2026, l'objectif Coupe du Monde est-il tenable pour les éléphantes? Pour nous joindre, vous avez le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, mais aussi vous avez la page Facebook de la 3. En se rendant à la CAN féminine 2026, la sélection ivoirienne vise la qualification à la Coupe du Monde. Cet objectif est-il tenable pour les éléphantes? Ce sujet de la rédaction donne les premiers éléments d'appréciation. Et on regarde. CAN féminine 2026, l'objectif Coupe du Monde est-il tenable pour les éléphantes? Avant d'entamer le débat, je vous invite à voir la composition des poules de la CAN féminine 2026 et le programme de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire d'ici à avril 2026. Oui, donc il faut noter que pour déjà les différentes poules, au niveau de la fenêtre FIFA, du 24 février au 7 mars 2026, l'adversaire sera déterminé. Et au niveau de la CAN 2026, ce sera du 17 mars au 3 avril. Le lieu sera au Maroc. La Côte d'Ivoire va jouer son premier match le 17 mars face au Burkina Faso. Ensuite, le 20 mars face à l'Afrique du Sud. Et pour finaliser cette phase de groupe, le 23 mars face à la Tanzanie. La Côte d'Ivoire également va participer ou du moins organiser le tournoi FIFA Series 2026 du 8 au 17 avril 2026. Ouais. Et les pays engagés sont donc la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Pakistan et les îles Turques et Caïcos. Et donc on va donner maintenant au niveau des groupes. Le groupe A pour cette Coupe d'Afrique féminine
est composé du Maroc, de l'Algérie, du Sénégal et du Kenya. Le groupe B est composé de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la Tanzanie. Le groupe C, c'est la fête du Nigeria, de la Zambie, de l'Égypte et du Malawi. Et le groupe D, composé du Ghana, du Cameroun, du Mali et du Cap-Vert. Voilà donc la question LGT, CAN féminine 2026. L'objectif de la Coupe du Monde est-il tenable pour les éléphantes? Messieurs, s'il vous plaît, à vos panonceaux, un oui ou un non. C'est un oui pour Coach Angenor, tout comme pour Clément, et c'est un grand non pour Jean-Philippe. Très bien. Alors, allons-y. Je vais donc vous laisser argumenter, Coach Angenor, pourquoi ce oui? Oui, je pense que c'est jouable parce que d'abord, il faut reconnaître que même si je reconnais que la poule de la Côte d'Ivoire est quand même difficile particulièrement parce que nous avons deux pays anglophones. Il faut dire que le football féminin dans les pays anglophones est très avancé. Je pense que le Nigeria en fait la preuve chaque jour, oui. Chaque année ou chaque édition, avec plus de 14 à 15 participations, et le Nigeria se retrouve avec autour de 10 victoires en finale, ce que je veux dire. Ouais. Donc, particulièrement au niveau des équipes des pays anglophones, ça sera peut-être difficile à aborder, certes, mais c'est possible parce qu'il y a une très très bonne évolution du championnat féminin ici en Côte d'Ivoire. Oui. Je pense que pour l'expérience que j'y passe, je suis à ma 4e année, ce que j'ai constaté, c'est que les matchs ne sont plus les mêmes. De la première année 2022-2023, quand je jouais ce championnat-là, aujourd'hui 2025-2026, les matchs ne sont pas du tout les mêmes. Il y a un gros volume en termes d'intensité qui s'installe. Et il y a vraiment des filles qui, en fin de compte, ont compris qu'il faut passer forcément par le travail pour pouvoir arriver, je vais dire, au résultat. Oui. Parce que si je veux rentrer dans les détails, vous allez peut-être comprendre pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Généralement, le championnat pouvait peut-être commencer, mais il fallait attendre à une semaine du championnat pour que les filles commencent tout de suite à s'entraîner. Mais aujourd'hui, elles savent ce que c'est qu'une pré-saison qui va prendre minimum 6 semaines, sinon voire 8 semaines, avant même de commencer le championnat. Donc, il y a toute une préparation qui est mise en place. Donc, le championnat, il évolue et il est témoigné par le comportement de la SEC. Nous avons là une équipe de la SEC qui joue le championnat de Côte d'Ivoire pour pouvoir se retrouver en finale de la Champions League. Donc, ce que je veux dire ici, il y a de la graine, il y a de la bonne graine, des filles qui sont devenues de plus en plus consciencieuses et qui savent qu'il faut forcément la compétition pour pouvoir arriver à un certain niveau. Donc, je voulais parler particulièrement de la qualité du championnat. Oui. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on a une équipe aujourd'hui de Côte d'Ivoire, une équipe féminine qui a un background, c'est-à-dire une base sur laquelle on peut se greffer pour pouvoir envoyer des professionnels. Parce que nos locaux sont même capables de jouer cette Coupe d'Afrique. Si vous voulez, nos locales, parce que ce sont des filles. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a un fond sur lequel on peut s'agripper. On peut déjà prendre les filles de la SEC, les filles du Stella, les filles de Sekala, un peu partout, qu'on peut mettre ensemble, et puis ensuite aller chercher nos professionnels. Et à partir de là, mettre une équipe en place. Et nous savons tous comment nous avons été éliminés de cette Coupe d'Afrique. On n'a pas été ridicule, on a même été à la hauteur. Mais en fin de compte, on n'a même pas été battu par le Sénégal. On n'a pas été battu sur les 2 matchs. Je pense qu'à l'aller, c'était 0-0, au retour, c'était 1-1. Voilà. 0-0 également. Encore 0-0 également, et c'est au tir au but que nous sommes sortis. Donc déjà, pour une équipe de la Côte d'Ivoire qui n'est pas habituée aux compétitions, oui, et qui arrive à faire face à ces grandes nations, et même si elle était éliminée et qu'elle a été rachetée par le fait qu'elle ait eu un classement FIFA qui était assez intéressant, parce que la Confédération africaine de football a souhaité vivement qu'elle aimerait jouer une Coupe d'Afrique à 16 au lieu de 12, et c'est de ça que nous avons bénéficié. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas la qualité. Nous avons toutes les qualités qu'il faut. Je pense que c'est à l'entraîneur de voir ce qu'il faut faire et puis permettre à cette équipe de la Côte d'Ivoire de tout de suite se retrouver à la Coupe du Monde. On a juste besoin de 4
4 pays en demi-finale. Je pense que c'est faisable. C'est faisable parce que nous avons la bonne graine. C'est faisable parce que nous avons une fédération qui est qui devient de plus en plus consciente sur ce point. Et en fin de compte, c'est aussi possible parce que nous avons un championnat, à mon avis, qui est assez compétitif. Très bien. Coach Angenor, je croyais Jean-Philippe et Clément très long dans leur prise de parole. Mais franchement, depuis qu'on a commencé l'année, je ne vous reconnais pas. Je ne sais pas ce que vous avez mangé aujourd'hui. Ben dis donc, on peut vous laisser faire l'émission tout seul, hein, Clément, ou bien? Ah ouais, tout à fait. Non, même vraiment. Il a mangé un éléphant. Il a mangé un éléphant. Non, il n'a pas mangé d'éléphant, il a mangé autre chose. Un lion. En tout cas. Allez, nous avons un appelant. Jean-Philippe s'en sort bien. Nous avons un appelant. Monsieur Kofi Mathieu nous appelle d'Umbato. Bonsoir, Monsieur Kofi Mathieu. Bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine Degré-Lagrande. Bienvenue sur le plateau de la grande team, Monsieur Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau. Voilà. Et on vous écoute. CAN féminine 2026, l'objectif Coupe du Monde est-il tenable pour les éléphantes? En principe, je vais dire oui, parce que toutes les équipes qui sont qualifiées pour cette CAN-là ont pour ambition de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et donc, ce qui reste, c'est le travail qu'on va faire, qui va faire que ça sera tenable ou pas. Oui. Et pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je crois que l'entraîneur a l'occasion là de se rattraper parce que dans les qualifications, on n'a pas été qualifié. Bon, heureusement, on a été repêché. Donc, il a l'occasion là de travailler avec les filles de sorte que nous partons loin dans cette compétition et en plus être qualifiés pour le mondial féminin. Vraiment, si on ne travaille pas, qu'on pense que le fait qu'on soit qualifié, on va être au mondial, là on risque de se tirer une balle dans les pieds. Là, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille parce que au niveau du football aujourd'hui, c'est le travail seulement qui paye. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Merci et puis, beaucoup. Oui. vous demandez de me permettre de donner un carton vert à M. Tchétché Aimé. Je le connaissais grand défenseur, par la suite grand consultant, mais grand danseur. C'est avant-hier à l'émission que je l'ai su, grand danseur assis. Assis. Bon, assis, Oui, tout le monde est grand je l'ai su danseur. sur le plateau. Donc, vraiment, je lui dis félicitations. Et D'accord. puis, je lui souhaite joyeux anniversaire Joyeux encore. anniversaire. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Mathieu. Merci et bonne suite d'émission. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Mathieu, qui nous appelait donc de Mbato. Et puis, on salue au passage Aimé Tchétché, voilà, qui est grand danseur assis. Bon, assis même, Clément est grand danseur. Ah ouais. Mais je ne vous dis pas, quand il a arrêté, oulala, c'est une catastrophe. CAN féminine 2026, l'objectif Coupe du Monde est-il tenable pour les éléphantes? Non, pas Jean-Philippe tout de suite. Non, non, Je non. vais dire non parce que, vous savez, c'est Oui. vrai, nous sommes Ivoiriens, nous avons notre chauvinisme et nous souhaitons que tous nos représentants dans toutes les compétitions puissent nous rapporter, je dirais, des lauriers. Mais entre l'optimisme et la réalité, il y a quand même les faits. J'ai pris la peine de consulter un peu les différentes formations qui sont qualifiées pour cette compétition. Il y a entre autres, quand on parle des favoris, nous n'y sommes même pas, mais il y a entre autres le Maroc, il y a le Sénégal, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria, il y a même la Zambie, il y a le Ghana, il y a le Cameroun. Autant de nations qui sont habituées à jouer ces compétitions-là ces dernières années. À quand remonte la dernière participation de la Côte d'Ivoire à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations? 2014. Merci. Vous voyez le nombre d'années qu'on a fait en dehors de ces compétitions. C'est vrai que ces dernières années, un travail formidable a été initié par la Fédération ivoirienne de football et des entraîneurs à l'image de Coach Angenor qui ont essayé d'élever le niveau du football féminin en Côte d'Ivoire. Mais pour moi, participer déjà à cette Coupe d'Afrique des Nations à venir, ce serait une victoire pour nous. Quand on sait qu'on était qualifié grâce à l'augmentation du nombre d'équipes participantes, parce que qu'on le veut ou non, que nous ayons tenu le Sénégal en aller-retour, nous n'étions pas qualifiés sur le terrain. Nous avons été incapables de marquer un but à Abidjan. Nous avons été incapables de pouvoir nous qualifier à l'issue de la séance des tirs au but. Oui. Et aujourd'hui, moi j'ai regardé un peu au niveau des filles, au niveau des A, il y a un problème qui est apparent, que ce soit chez les garçons comme chez les filles, c'est le problème du finisseur, du neuf. Voilà, au niveau des seniors, on n'en a pas chez les filles.
On a vu tout simplement pendant ces éliminatoires, comme elles ont eu du mal à concrétiser leurs nombreuses actions. Même la SEC Mimosa qui est allée et jouer en compétition continentale, on a su que si les 9 de la SEC étaient plus cliniques dans la finition, la SEC serait sûrement revenue avec le trophée. C'est vrai que nous avons eu un beau parcours de la SEC Mimosa qui est arrivé en finale de la dernière édition de la Champions League. Ça laisse augurer d'une glorieuse participation des nôtres à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais attention, si nous avons cette possibilité de bâtir notre équipe sur une ossature locale, ben, il y a des sélections nationales aujourd'hui qui ont leurs joueuses qui étaient, je dirais, pimpantes sur le côté africain, qui sont retrouvées dans le monde professionnel, donc qui ont accru leur capacité et leurs connaissances techniques et tactiques. Donc, il faudrait faire preuve pour moi cette fois-ci d'une grande humilité. Nous ne sommes pas la nation qui est attendue à cette compétition. Il n'y aura que 4 places. Et comme Clément le disait, avec possibilité d'avoir 2 barragistes, notre souhait, c'est que la Côte d'Ivoire arrive en demi-finale. Mais aujourd'hui, statistiquement, et si on veut essayer de déterminer la probabilité, nous ne sommes pas parmi les 4 meilleures équipes africaines au niveau du football féminin. Donc moi, comme je le disais tantôt, je pense que participer déjà à cette Coupe d'Afrique des Nations, revenir dans le Gotha du football africain, ce serait déjà une victoire. Maintenant, si nous arrivons à nous qualifier pour la Coupe du Monde, ce serait pour moi la belle surprise, mais pas forcément, je dirais, à 90% lié au fait que ce travail que nous avons eu à faire ces dernières années ait porté aussi rapidement ses fruits. Parce qu'on sait que dans toutes les compétitions, ce qui fait même la beauté de ces compétitions-là, c'est l'effet de surprise. Et on peut avoir cet effet de surprise avec nous. D'accord. Pour l'instant, vous donnez donc un nom à la question LGT de ce soir. Coach Anjouna, vous avez vu, il a terminé avant vous. Vous avez été le plus long jusque-là. On attend Clément. Nous avons un appelant, M. Tapao. Il nous appelle de Fakobli. Bonsoir, M. Tapao. Bonsoir, Madame Degré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Voilà, et je vous écoute. CAN féminine 2026, l'objectif de la Coupe du Monde est-il tenable pour les éléphantes? Nous aurons une forte chance d'aller en Coupe du Monde parce que les équipes qui ne sont pas qualifiées, qu'on rappelle souvent, font des surprises. Donc, moi, je pense qu'on peut aller en Coupe du Monde. D'accord. Merci. Merci à vous, surtout. Merci à vous pour votre participation à l'émission. Voilà, il nous appelait de Fakobli. Clément, oui. Ah oui. Il y a le temps, Clément. Ah ouais, tout à fait, je vais faire court. Je ne voulais pas bouffer le temps. Allez-y. Je vais partir quand même sur une note positive. J'ai mis un oui parce que j'ai envie de croire en ce nouveau vent qui souffle sur le football féminin ivoirien. Je pense que, voilà, même si les éléments ne sont pas en faveur de cette sélection, on parle de dernière participation de la Coupe d'Afrique en 2014, dernière participation de la Coupe du Monde en 2015. On parle de cette qualification qu'on n'a pas été chercher directement, mais je pense que depuis un bon moment, il y a les facteurs quand même qui nous donnent un peu d'espoir. Et moi, j'ai envie quand même de miser sur cet espoir-là et puis à elles de jouer sans complexe. Et quels sont ces facteurs-là qui vont les permettre quand même d'aller loin dans cette compétition? Je pense qu'il y a une reconstruction qui commence à prendre forme petit à petit. Il y a la FIF qui essaie de mettre les moyens, les stages internes, externes également, des matchs amicaux également. Donc je pense qu'on peut se servir de cette reconstruction-là pour faire une bonne chose. Après, je pense qu'il y a également la qualité du sélectionneur. Tu ne peux pas avoir un sélectionneur comme Reynald Pedros et ne pas viser ce qu'on appelle les qualifications pour la Coupe du Monde. Tu ne peux pas aller dans un tournoi et jouer les faits valoir. Je pense que tu dois aller quand même pour aller chercher une place qualificative pour la Coupe du Monde. Et lui, il connaît quand même le chemin parce qu'il a fait finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc. Il a gagné 2 fois la Ligue des champions féminines avec l'Olympique lyonnais. Donc je pense qu'il a des qualités, à lui de trouver quand même des ressources nécessaires pour pouvoir motiver ces dames-là, quel que soit l'adversaire qui sera en face. Je pense qu'en termes de 90 minutes, tout est possible. Et puis le dernier facteur pour moi, c'est ce football local qui ne cesse de progresser. Et on prend l'exemple de la SEC Mimosa qui a été en finale, qui a rivalisé avec l'ESFA du Maroc. Et on sait que l'équipe nationale du Maroc, qui est l'une des meilleures actuellement sur le continent, est composée à 60-70% des joueuses de l'ESFA. Donc je pense que si on arrive quand même à ajouter des professionnels tels que Elo, Rebecca, Beyman, Rosemond Kwasi, je pense qu'on peut quand même avoir quand même une belle équipe pour aller titiller tout le monde dans cette compétition. On va miser sur l'espoir et la magie ivoirienne dans la compétition pour aller chercher cette place-là en Coupe du Monde. Bravo, Clément. J'ai fait coup? Bon, vous avez parlé rapidement, c'est tout. Plus de mots, mais avec un débit assez rapide. Donc voilà. Allez, nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé Mamadou.
Christine Bégué, bonsoir ma belle. Bonsoir M. Diomandé Mamadou, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue le plateau de la Grande Team. Oui, M. Diomandé Mamadou, on vous écoute. Parce qu'on se fait confiance à la toi là. Si les Ivoiriens misent leur confiance à cette équipe nationale féminine là, oui. elle va aller au mondial. Okay. Parce que les femmes, c'est des battantes. Les femmes, c'est des patriotes. Quand elles veulent quelque chose, elles obtiennent. Il suffit de les mettre dans les conditions favorables. La manière dont on met les garçons dans les conditions mielleuses là, si on met l'équipe nationale féminine dans des conditions mielleuses, dans les bonnes conditions, en préparatif, et puis commencer la préparation dès maintenant, vraiment, je crois que c'est là, elle va au mondial. Et puis nous, 36 millions d'habitants, si nous les Ivoiriens nous pouvons pousser cette équipe nationale féminine, oui. Et puis avec le cœur du drapeau orange blanc vert, moi j'ai foi que cette équipe ira au mondial, même si l'Égypte là, eh bien, elle va appeler l'Égypte pour que l'Égypte soit, pour l'Égypte pour aider l'Égypte, puis voilà au mondial. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Bon, bonne nuit, bonne émission. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. On va donc poursuivre l'émission. Il n'est pas encore l'heure de dormir. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. Ne l'oubliez pas, amoureux du sport. Vous suivez votre émission La Grande Team chaque jour, chaque soir, du lundi au vendredi. Déjà, parlons de préparation, effectivement. Déjà, quel type d'adversaire faut-il pour les matchs de préparation des éléphantes pour la CAN 2026? Coach Angenor, quel type d'adversaire? Pour la CAN 2026. Oui, pour la CAN 2026, oui. Ah, Vous ne voyez pas? Bon, je vous laisse réfléchir une seconde. Jean-Philippe, je vous laisse réfléchir, je reviens. Mais moi, je pense que le type d'adversaire doit être déterminé en fonction des joueuses qu'on va sélectionner. Aujourd'hui, quand on regarde les footballeuses ivoiriennes, combien de joueuses, je dirais, l'entraîneur peut avoir dans son dispositif qui ont ce niveau international-là pour pouvoir essayer de titiller les plus grandes nations de ce continent. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, pour cette équipe de Côte d'Ivoire, se mesurer au meilleur, il faut aller chercher le meilleur. Et le meilleur sur le continent, aujourd'hui, qu'on le veut ou non, c'est le Nigeria. Et donc, pour moi, je pense que c'est un baromètre, un élément qui pourrait donner déjà une idée sur le niveau de forme de nos filles. Parce que si on arrive à facilement suivre les garçons, ce n'est pas forcément le cas des filles. Voilà, on sait en Côte d'Ivoire le problème qu'on a eu avec les garçons, ou du moins on essaie d'appréhender un peu les problèmes qu'il aurait pu avoir avec les garçons. Ouais. Et on souhaite que ces problèmes soient évités chez les filles surtout. Voilà, donc moi j'aimerais savoir, c'est vrai que l'équipe est joueuse, elle construit bien, elle a des très belles phases. Et puis là-bas chez les filles, je dirais que la transition entre l'arrière et l'attaque se fait assez rapidement. Elle joue un football très direct. Comme je l'ai dit, c'est devant, peut-être qu'on a un souci. Donc, pour moi, il faudrait aller titiller les meilleurs. Moi, je pense que pour cette compétition-là, si en amical, on a pu jouer face au Nigeria et qu'on a réussi quand même, je dirais, une belle prestation, cela pourrait donner un niveau de confiance élevé aux filles et ça pourrait les emmener à se dire que face à n'importe quel type d'adversaire, elles pourraient réaliser un beaucoup. Très bien. Nous avons un appelant, M. Soumaoro, il nous appelle de Boisflé. Bonsoir, M. Soumaoro. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Allez, on vous écoute, M. Soumaoro, par rapport à la question LGT de ce soir. Oh, merci beaucoup. Je vous en prie. Par rapport à votre question. Oui. Voilà, notre fille, je pense qu'on a l'apprentissage, mais ça peut aller. Si on croit à notre équipe, il n'y a pas de problème. C'est possible qu'on va en Coupe du Monde. Nos filles, surtout les filles de la SEC, ce qui nous a montré, c'est possible, mais on est toujours en apprentissage. D'accord. Voilà, donc vraiment, on les encourage. Notre fédération n'a qu'à essayer de voir toutes les catégories pour qu'on puisse aller de l'avant. Très bien. Voilà. C'est bien noté. Merci à vous. Voilà, je salue tout le monde sur le plateau. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, M. Soumaoro. Oui, coach Angenor. D'accord. En fait, je réfléchissais un peu à une certaine stratégie quand il s'agit d'une préparation pour pouvoir jouer une compétition.
Généralement, on a tendance à vouloir aller crescendo. Et donc, on prend des équipes moins fortes et au fur et à mesure que nos stages continuent, on prend des équipes un peu plus fortes. Et donc, c'est ce qui me faisait un tout petit peu hésiter par quoi. Là, maintenant, vous pensez à quelle équipe? Moi, je sais qu'on a déjà joué contre le Kenya, on a joué contre le Ghana en match amical. Bon, même si dans la compétition, on est passé par le Sénégal, mais je souhaiterais qu'on joue contre une équipe anglophone. L'Afrique du Sud particulièrement m'intéresserait parce que c'est une question de culture, c'est aussi une question de vécu. Quand on parle de l'Afrique du Sud, parce qu'il y a bien longtemps, ils sont dans ce domaine. Et donc, c'est par exemple là une équipe qu'on pourrait peut-être... On joue déjà face à l'Afrique du Sud. Nous sommes dans la même poule. Dans la même poule avec l'Afrique du Sud, donc on ne peut pas jouer en préparation. À défaut de l'Afrique du Sud, je veux dire tout ce qui est Afrique du Sud. On a Zambie, on a le Mozambique et autres, et tout ça qu'on peut utiliser. Mais il faut que ce soit une ou voire deux équipes anglophones, voilà, pour qu'on puisse maintenant aller pour la Coupe d'Afrique. C'est bien noté. Donc, les éléphants qui sont déjà dans la même poule que l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, déjà, je vous rappelle, c'est un titre continental. 4 finales de Cannes, 2 participations à la Coupe du Monde et 2 participations aux Jeux olympiques. Ce n'est pas une petite équipe. Allez, on a le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, et le sélectionneur Rénal Pedros, qui se sont exprimés au micro de nos envoyés spéciaux au Maroc après le tirage au sort. On les écoute. Comme j'ai coutume de le dire, au football de haut niveau, si vous avez 16 équipes qui sont qualifiées, c'est que les 16 équipes sont, je dirais, susceptibles de gagner la compétition. Donc, quel que soit le tirage que vous avez, moi, il n'y a pas de tirage facile. Tous les tirages sont des tirages sérieux. Il faut prendre au sérieux toutes les équipes qu'on va rencontrer. Vous avez dit, l'Afrique du Sud, qui est une nation très expérimentée au football féminin, que ce soit en club ou que ce soit en nation. Et ils ont des titres, hein. C'est des équipes bien structurées et très sérieuses. Le Burkina, évidemment, quand on dit Burkina, Côte d'Ivoire, on est encore reparti pour une rivalité de voisins. Donc oui, c'est une équipe aussi qui est solide. Et la Tanzanie qui nous avait éliminés il y a 2 ans, si vous vous souvenez. La CAN d'il y a 2 ans, on n'est pas allé parce qu'on a été éliminé en Tanzanie dans les conditions que nous connaissons. Et là, comme on dit, le jour est arrivé. On va les pas casser. Ça là, eux seulement, je ne veux pas parler avec eux. Les autres, on va se débrouiller. Mais la Tanzanie, là, seulement, on a un vieux compte à régler. Comme on dit chez nous, on a un riz couché. Non, c'est pour rigoler, mais on va travailler et puis on va essayer d'être au niveau. Il faut qu'on soit prêt à arriver à cette CAN. Il faut qu'on soit déterminé, prêt physiquement, prêt tactiquement. Et c'est pour ça qu'on a déjà commencé à travailler. On va aussi penser à nos matchs de préparation avant cette CAN pour rencontrer des équipes qui vont nous faire aussi travailler. Donc, je suis assez serein aujourd'hui. Maintenant, encore une fois, le travail nous rendra encore plus serein et déterminés. Et c'est ce qui va se passer parce que ça va arriver très vite. Dans 2 mois, on y est. Donc, pas le temps de tergiverser, pas le temps de... Voilà, il faut qu'on soit prêt très rapidement, mais on le sera. Et puis après, voilà, l'objectif, bien sûr, c'est de terminer dans les 2 premiers pour aller en quart de finale. Quel adversaire craignez-vous? L'Afrique du Sud, qui est quand même un gros morceau. Oui, l'Afrique du Sud, on sait. Hein. L'Afrique du Sud, c'est une nation qui est régulièrement dans le dernier carré. Donc c'est bien parce que ça nous fait aussi un adversaire vraiment de très haut niveau et ça va nous permettre de nous jauger avec elle, mais voilà, faut pas oublier que dans une phase de poule il y a 3 matchs et qu'il faudra jouer ces 3 matchs et faire le bilan à la fin. Mais encore une fois, ce qui est important aussi, c'est de s'occuper de nous, de s'occuper de nos forces, de travailler nos faiblesses et puis d'arriver prêt. On vient donc d'entendre le président de la Fédération ivoirienne de football ainsi que le sélectionneur national de l'équipe féminine commenter après ses propos, Clément. Je pense qu'ils ont quand même fait l'analyse de la poule. On sait qu'il y aura un gros morceau dans notre poule qui est l'Afrique du Sud, qui est quand même l'épouvantail de cette poule-là. Après, je pense que historiquement, je pense qu'on les a joués en 2014 où on les bat en match de poule 1-0, je pense, et puis on va chercher cette place-là pour la Coupe du Monde. Donc,
les filles peuvent se servir de ça, même si pour moi, l'Afrique du Sud, ça reste quand même un sacré client. Après, ça reste jouable avec le Burkina Faso qui a participé maintenant à une phase de CAN lors de l'année 2022, je pense. Et puis la Tanzanie, qui est ce petit poussé-là qui ne cesse de progresser. Et le président même l'a dit, il y a un petit riz couché entre nous parce qu'elles nous ont sorti lors des tout préliminaires de cette CAN. Donc attention quand même, il faut se méfier de tout le monde, mais ne pas avoir peur de tout le monde, ne pas jouer avec ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Il faut jouer sur ses qualités. Il y a quand même de la bonne graine. Nous, on a quand même des joueuses. Amani Benadette qui vient de signer au Bayern Munich, tout ça. On peut se servir de ces professionnels-là pour bâtir une belle équipe. Donc je pense que la Côte d'Ivoire reste quand même un pays de football féminin, même si sur ces dernières années, on a eu beaucoup de difficultés. Il y a eu ce plafond de verre. Parfois, c'était le Nigeria qui nous sortait en tout préliminaire et autres. Et voilà, on peut se servir de ce retour-là parce qu'on vient de loin. Quand tu viens de loin, que tu as été repêché, à toi d'afficher ce qu'on appelle un sursaut d'orgueil, d'afficher la grinta également pour pouvoir faire déjouer les pronostics. Et on a des joueuses comme Rosemonde Kouassi, Bernadette Amani, Abibou Ouedraogo et Ami Diallo. Ah ouais, tout à fait. Abibou qui fait quand même une excellente saison avec la SEC Moza. On a dit, il y a également la graine du côté des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est vrai que voilà, ça fait un bon moment, on n'est pas là, on n'est pas à la CAN, mais on peut se servir des joueuses telles que Beyman, telles que Rebecca également, pour aller chercher quand même une place qualificative pour le mondial. Donc je pense qu'on n'est pas aussi petit en tant que tel, même si on a passé beaucoup de temps à la maison. Donc je pense qu'il y a de la qualité pour aller titiller tout le monde dans cette compétition. CAN féminine 2026, l'objectif Coupe du Monde est-il tenable pour les éléphantes? La question LGT a été posée au public sportif ivoirien. On l'écoute. Elles vont très bien nous représenter pendant le mondial, pendant la CAN pour aller au mondial. Oui, je pense qu'elles sont tenantes pour la Coupe du Monde si elles se mettent à défendre leur patrie par rapport à la Tanzanie, et le Burkina et l'Afrique du Sud. Donc je pense qu'elles doivent se baser sur, ou bien elles doivent se motiver par rapport à la Coupe d'Afrique des éléphants, c'est-à-dire leurs aînés. Voilà, en fonction de ça, je pense que si elles sont motivées, qu'elles se mettent au travail, elles pourront être qualifiées, gagner d'abord leur match et se qualifier aussi pour la Coupe du Monde. Oui, je peux dire qu'elles pourront faire bonne impression pour la CAN et puis se qualifier pour le mondial. Oui. Vu la qualité des joueuses que nous avons, alors je pense que c'est possible qu'elles fassent la différence et puis jusqu'à là la qualification pour le mondial aussi. Oui, effectivement, elles feront une très bonne impression parce que déjà, ces trois pays, je crois bien qu'elles vont les battre tout à fait. Le Burkina, c'est pas comment on dit, c'est une tradition, on va le coller. Et pour la Tanzanie aussi, c'est pareil. Vous avez vu ça récemment avec la CAN masculin, donc il n'y a pas de problème. Concernant l'Afrique du Sud aussi, bon, ça va chauffer un peu, mais elles vont gagner. Allez, nous sommes en direct sur la 3. Nous avons un deuxième sujet pour l'actu. Il s'agit du point de la Ligue des champions UEFA. Mais déjà, la 7e journée de la phase de la Ligue des champions UEFA s'est disputée mardi et mercredi. Voici les résultats enregistrés et les incidences au classement. Résultat de la 7e journée, Cara s'est incliné face au Club Brugge 4-1. Bodo Glimt a pris le meilleur sur Manchester City 3-1. Copenhague et Naples se sont séparés 1-1. Inter Milan s'est incliné face à Arsenal 3-1. L'Olympiakos a pris le meilleur sur le Bayer Leverkusen 2-0. Le Real Madrid a étrié l'AS Monaco 6-1. Le Sporting Portugal a pris le meilleur sur le Paris Saint-Germain 2-1. Tottenham a battu Dortmund 2-0. Villarreal s'est incliné à domicile face à l'Ajax d'Amsterdam 2-1. Galatasaray, Atlético de Madrid 1-1. Karabakh, Francfort 3-2. Atalanta s'est incliné face à l'Atlético Bilbao 2-3 en Italie. Chelsea prend le meilleur sur Pafos 1-0. Le Bayern bat l'Union Saint-Gilloise 2-0. La Juventus bat le Benfica 2-0. Newcastle prend le meilleur sur PSV Eindhoven 3-0. Marseille s'incline face à Liverpool au stade Vélodrome 3-0. Et le Slavia Prague, qui menait pourtant, s'incline face au FC Barça 4-2. Voilà, alors messieurs, on a la suite, le top 8, le classement. Et au niveau du classement, le top 8, on a en première place Arsenal, suivi du Bayern Munich. En troisième place, on a le Real Madrid. Quatrième place, Liverpool. Cinquième, Tottenham. Sixième, Paris Saint-Germain. Septième, Newcastle. Et huitième, Chelsea.
Au niveau de la zone des barragistes, à la 9e place, on trouve le FC Barcelone, 10e Sporting Portugal, 11e Manchester City, 12e Atlético Madrid, 13e Atalanta Bergame, 14e Inter Milan, 15e Juventus, 16e Borussia Dortmund, 17e Galatasaray Istanbul, 18e Karabakh, 19e Marseille, 20e Bayer Leverkusen, 21e Monaco, le PSV Eindhoven est 22e, l'Atlético Bilbao est 23e et l'Olympiakos Le Pirée est 24e. La zone des éliminés, on a Naples à la 25e place, suivi de Copenhague 26e, Club Brugge 27e, Bodo Glimt 28e, Benfica 29e, Pafos 30e, Union Saint-Gilloise 31e place, 32e place à l'Ajax d'Amsterdam, 33e place à Francfort, 34e place à Slavia Prague, 35e place à Villarreal et la 36e et dernière place échoua à Cara. Très bien. Alors, coach Genor, comment vous expliquez déjà le naufrage des clubs français en cette 7e journée? Non, mais il faut déjà dire que c'est le 5e pays en termes de qualité de championnat. C'est vrai que je reconnais que le championnat français est un championnat tactiquement très très élevé. Mais après, la politique peut-être qui est mise en place est telle qu'il est difficile de voir les clubs français à un certain niveau, excepté le Paris Saint-Germain qui, dans ces derniers temps, essaie de relever un peu la tête. Donc, j'accuserai un peu la politique qui est mise en place, laquelle politique peut-être leur permet d'avoir des joueurs africains assez facilement, mais après, qu'est-ce qui est mis en place pour que ces joueurs africains puissent rester en France? Parce que la plupart de ces joueurs-là se retrouvent facilement en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, donc ils vont dans les meilleurs championnats. Et moi, je pense que c'est un élément clé qui explique pourquoi est-ce que les clubs français, à quelques exceptions près, n'arrivent pas vraiment à émerger. Jean-Philippe, la même question. Oui, je regarde au niveau du top 8, tu vois 4 clubs anglais quand même. Arsenal, Liverpool, Tottenham, Newcastle, Chelsea. Arsenal, Liverpool, Tottenham, Newcastle, Chelsea. 5 même d'ailleurs. Sur les 8 premiers, un club allemand, un club espagnol et un club français. Donc vous voyez que c'est un classement au niveau du top 8 qui est largement dominé par les Anglais. Et quand on regarde les clubs qui sont dans le top 8, ce sont des clubs quand même qui ont une certaine puissance financière. On dirait que peut-être l'une des anomalies, c'est de voir l'équipe de Manchester City au niveau de la zone des barragistes. Mais c'est vrai, pour moi, les clubs français ne sont pas si mal lotis. C'est vrai que si cette journée, ce sont des clubs qui ont connu de mauvaises fortunes. Mais ils ont le Paris Saint-Germain qui est 6e. Ils ont Marseille qui est 19e. Ils ont Monaco qui est à la 21e place. Ils ont 3 représentants qui, pour l'instant, sont susceptibles de se retrouver au prochain tour de la compétition. Au niveau des éliminés, il n'y en a pas. Donc voilà, c'est une mauvaise passe, une mauvaise journée pour les clubs français, comme il y en a eu pour les clubs de certains pays, mais il n'y a rien d'alarmant à mon sens pour l'instant concernant leur positionnement. Et des entraîneurs et joueurs ont réagi au micro de nos confrères de beIN Sport France. On regarde. 5 clubs anglais dans le top 8. Ça a été le meilleur match à l'extérieur de cette saison. Clairement, on a surmonté l'adversaire, un très bon adversaire, mais aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas qu'une seule équipe dans le terrain. Et on a mérité gagner ce match clairement. Mais le football, c'est comme ça. C'est décevant, très injuste. Et ce que je peux dire, c'est clair et c'est vrai que les matchs se gagne quand tu mets des buts, c'est clair. Mais en ce cas-là, je dois dire que je suis très fier de mes joueurs, de l'équipe. C'est ça l'impression et la personnalité qu'on a besoin pour jouer à l'extérieur. Et très confiant de ce que sera l'avenir. Parce qu'avec ce caractère, on est prêt pour compétir n'importe quel que soit le stade. Everything starts to be, since the new year, against many things, and I know how good a team they are. I don't underestimate them just for the fact
maybe no match I know, but the semi-final last season Europa League, and they were fresh in mind, and we arrived in some departments, without important players, and back always they give you the consistency to the team, and had to change the dynamic quick. The next game against Wolves, and after the last game against Galatasaray, and waiting that players can come back step by step. Yeah, we have to come back, for the victory. I have the feeling that, the results in 2025 is not good. So. Encore une fois, dans cette défaite, il faut savoir comment on l'a abordé. Je pense qu'on l'a abordé d'une manière optimiste, d'une manière respectueuse des qualités qu'on a sous la main avec nos joueurs créatifs. On n'a pas exécuté. Par rapport à l'approche du match, je ne changerai rien parce que c'était clairement avec les joueurs à disposition par rapport à la situation du Real Madrid ce qu'on devait faire. Ça demande du courage, je l'assume. Je ne changerai pas ma manière de faire parce que je pense qu'on doit assumer cette manière de jouer ou cette approche. Par rapport à mon futur, je suis assez serein parce que, encore une fois, mes préparations de match pour l'équipe est toujours fait avec bienveillance par rapport au club, par rapport à la responsabilité qu'on a par rapport à nos supporters, d'essayer d'apporter du jeu. Les résultats ne suivent pas. Non, bien sûr, c'est dur. Je pense qu'on voulait tous gagner. Aujourd'hui, Liverpool, ils étaient meilleurs et c'est simple. On doit continuer à travailler. Je pense que deuxième mi-temps, on a bien commencé et on a pris le deuxième but et et ça a changé le match. Mais je pense que maintenant, c'est important de rester focus sur Lens et Bruges. Et voilà, on continue, on travaille à l'entraînement et on fait les choses. Allez, messieurs, est-ce que la défaite de Manchester City vous a surpris? Clément? Oui, tout à fait. Je pense que face à Bordeaux, je pense qu'il y avait quand même mieux à faire du côté des hommes de Pep Guardiola qui ne sont pas aussi dans une excellente forme. Ils sont en mode dents de scie, ils n'arrivent pas à enchaîner les résultats. Peut-être qu'on parle de fin de cycle pour l'entraîneur espagnol Pep Guardiola qui n'arrive plus à se réinventer. Avant, tu pouvais prendre beaucoup de plaisir devant les matchs des clubs entraînés par Pep Guardiola, mais actuellement, je pense qu'il est quand même dans le dur. Il n'arrive plus à trouver le mot juste pour pouvoir faire monter son groupe, et il perd quand même en qualité. Puis même mentalement, dans ses conférences de presse, on sent quand même un coach qui est un peu essoufflé, qui a besoin d'un nouveau challenge ou encore qui a besoin de repos. Et puis également, dans ce top 8, on constate la domination des Anglais. Ils sont quand même 5. On parle d'Arsenal, Newcastle, Chelsea, Tottenham, qui dominent quand même ce top 8. Là. Même Arsenal qui a fait 7 matchs, 7 victoires, même si l'année dernière nous enseigne que ce n'est pas parce que tu as fait autant de victoires en autant de matchs que tu vas aller au bout de la compétition. Liverpool avait fait quand même autant de victoires en autant de matchs et puis il n'est pas allé au bout de la compétition. C'est un barragiste qui a gagné la compétition, c'était le Paris Saint-Germain. Donc rien n'a encore joué, on va attendre de voir ce que ça va donner. Tu as le Barça qui est 9e, qui a 13 points, alors qu'on sait que la dernière journée, il aura un Paris Saint-Germain Newcastle, mais voilà, qui ont 13 points également. Donc là, je pense qu'il y a une équipe qui va descendre pour peut-être faire place au Football Club de Barça. Très bien, revenons maintenant à Manchester City. Coach Angenor, la défaite de Manchester City. Oui, je pense qu'il a utilisé un mot, il n'arrive plus à se réinventer et je suis totalement d'accord avec ça. Vous savez, quand vous avez affaire à cet entraîneur-là, vous avez affaire à un certain style, un style qui est assez particulier parce que c'est quelqu'un qui admet jouer. Okay? Donc avec lui, les permutations sont permises sur le terrain. Avec lui, la qualité de jeu pour pouvoir parler des précisions des passes. C'est quelqu'un qui est capable de faire tout un entraînement et ce pendant toute une semaine, ne faire que des circuits de passes, qui ne finira pas avec des circuits de passes, pour pouvoir mettre cette dynamique de passe dans la tête de ses joueurs. Il a un style assez plaisant, très intéressant, mais qui a fait son temps. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, à peine vous jouez un match et tout de suite vous êtes étudié. Et quand vous le faites pendant tout un championnat, on ne finira jamais de vous étudier. Déjà à partir de la deuxième année, déjà à partir de la deuxième année, la troisième année, vous avez tellement été étudié que vous êtes tout de suite contré. Et c'est là qu'il faut parler de la réinvention. Et la dernière question de cette émission pour Jean-Philippe, les performances de Kylian Mbappé pour cette 7e journée. Écoutez, Kylian, il reste sur ses mêmes bases. Hein. Kylian, il y a des records à battre, il y a des trophées à aller chercher, il y a la Coupe du Monde qui vient en fin de saison.
il essaie d'être le plus en forme possible pour toujours continuer à performer. Et je ne suis pas surpris de ce qu'il a réalisé sur cette rencontre face à Monaco. C'est vrai que c'est le club qui l'a révélé au monde, mais Kylian, il est sur une autre planète aujourd'hui. Donc j'espère pour lui qu'il va garder cet état de forme et cette santé-là pour toujours régaler ses supporters. Merci beaucoup, messieurs. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci Jean-Philippe. Merci à vous, Marie-Christine. Merci, coach Angenor. Merci Clément. Je vous en prie. Voilà. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain pour le dernier numéro de la semaine. On se retrouve donc demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.